Putain, le premier Sheffield, elle a été chaude. Elle a failli buller au bench, je l'ai détesté. En gros, ça m'énervait. Parce que c'était juste, genre, 2 mois après le changement de règle au bench. Et pour moi, elle était à Sheffield juste parce qu'elle avait un énorme bench. Et qu'en gros, elle n'avait pas réussi à s'adapter. Parce qu'elle n'avait pas trop réussi au premier Sheffield. Tu vois. Et après, on m'a dit, ah, mais elle est encore junior, machin, truc. Et bon, on verra l'année prochaine. Bon, du coup, l'année prochaine, elle a gagné. L'année après, elle a gagné. Bon, et là, je suis un peu passé pour un con. Ça, tu vois, Et comme ça, il y a des mecs, je pensais que ça allait être des cracks absolus. Ta prédiction, hein, compliquée quoi. Dire que Sivko va flop, c'est peut-être la pire prédiction de la décennie, peut-être, sur le power. Parce que c'est peut-être la meuf qui a le plus gagné. Ouais, je pensais qu'elle allait flop, mais tu vois qu'elle allait être dans son top 5 mondial de sa KT, mais que en plus, entre guillemets, tu vois. Que de temps en temps, elle fait un peu C'est la meilleure femme, non? Oui. Ouais, c'est la meilleure femme all time. Oui. Ouais, c'est la meilleure femme all time, ouais. Mais tu sais, Bon, allez, Agatha Sitko est un flop, ça c'était ma prédiction en 2022. C'est vraiment parfait pour démarrer ce podcast qui sera un petit Q&A. Donc on vous a demandé sur le trajet pour aller au championnat régional de Cognac de nous poser quelques petites questions et on a eu quelques questions assez intéressantes. Donc là je suis avec Antoine qui tire demain, donc on va essayer de faire ça vite fait pour qu'il aille dormir un petit peu et essayer de ne pas faire une compète pourrie. L'idée c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a coaché toute la journée, on a reçu les questions, donc on les a à peine vues. Et l'idée, c'est qu'on puisse répondre vraiment à brûle pour point, sans avoir réfléchi à la question, sans avoir fait nos recherches. Donc vraiment montrer tout le processus par lequel, comment on réfléchit, comment on construit notre pensée quand on est coach de power. Est-ce que ça te va, ce petit programme? Ça va. On commence par une question simple. Gros dos égale gros bench, point d'interrogation. Voilà. Et là, moi je vais répondre simple, oui. Antoine va répondre Non. Argumentant. Ouais, c'est parti. En fait, pour moi, le bench, enfin, dans une très moindre mesure, oui, parce que si vous avez aucune masse musculaire au niveau du dos, effectivement, vous risquez de manquer de stabilité un petit peu. Mais à mon avis, dans une certaine mesure, avoir toujours plus d'épaisseur et de masse au niveau du dos, je pense que ce ne sera pas réellement un facteur limitant dans l'autre sens, ou l'inverse, en vrai je suis fatigué. Mais voilà, vous n'allez pas gagner énormément au change à avoir un dos de plus en plus important sur votre bench. Je pense que le plus important, ça va rester de bosser vos patterns de poussée, donc à savoir sur de la chest press, de l'overhead, etc. Même des triceps qui pour moi vous feront plus gagner que des gros tirages. Je suis d'accord dans le sens où on va dire que pour progresser au bench, il faut faire du bench. Enfin, c'est comme ça dans tous les mouvements. Hein. Si tu veux progresser ou lancer le javelot, il faut lancer le javelot. Et 80-90% de ta progression va être ce que tu fais sur ton bench. Et après, tout le reste, ça va être annexe. Okay, mais si on veut optimiser ces 10%, les tirages, pour moi, sont fondamentaux pour plusieurs raisons. Première raison que tu as évoquée, effectivement, stabilisation. Plus on a notamment de trapèzes supérieurs, trapèzes moyens, grands ronds qui sont assez développés, plus on va pouvoir créer une sorte de petit matelas sur le bench et pouvoir se mettre en place comme on veut, surtout si on tombe sur un banc qui est très très dur, notamment, et qui laisse très peu de place à l'enfoncement. Un banc très très rigide. Là, toutes les petites KT, les filles, tout ça vont être souvent très en difficulté, alors qu'à l'inverse, les poids lourds vont se régaler sur ce genre de banc, et souvent les poids légers cherchent un banc plus épais sur lequel on s'enfonce un peu plus. Donc ça, c'est la première raison, pouvoir ce setup à sa guise, qui est déjà une très grosse partie du bench. Deuxièmement, c'est la force qu'on va pouvoir appliquer dans sa barre. C'est-à-dire tous les torques externes, le contrôle excentrique va être géré par les muscles qui gèrent l'excentrique, donc biceps, tous les muscles des dorsaux, grand dorsal, grand rond, trapèze, deltoïde postérieur, etc. Donc je trouve qu'on gagne en contrôle, on gagne en stabilité, on gagne en capacité à mettre de l'influx nerveux dans sa barre. Troisième chose, la proprioception. On passe énormément de temps à pousser, okay, et du coup on est surdéveloppé, on va dire, dans cet angle de bras. Si on a autant de bench, on va dire, sur une prog, si on équilibrait un petit peu en termes de nombre de séries ou de fréquence, bench, tirage, bah, je trouve qu'on se renforce aussi en termes de proprioception dans l'autre sens, ce qui
Ça va pas changer la donne au bench, mais c'est toujours un petit plus qui est intéressant. Du coup, c'est plus pour moi pour régler une asymétrie potentielle et du coup un déséquilibre Ouais, musculaire. et Plus que pour progresser de manière directe au bench. c'est sûr. Mais pour moi, ça fait partie de ce truc-là. Et effectivement, tu as anticipé un peu la question des blessures et la question de la santé de l'épaule. Mais faites vos tirages quand même. Ouais. Pour performer au bench, bah, il faut essayer de se baisser le moins possible. Et donc pour ça, un des trucs de base, c'est d'équilibrer un petit peu dans la semaine le ratio de quantité de poussée et de quantité de tirage. Donc c'est vrai que si vous avez 2 tirages dans la semaine, on va dire 4 séries, vous faites 8 séries et que vous faites 15 ou 20 séries de bench, bah, il est probable que l'avant de l'épaule soit un peu suradéveloppé, que vous ayez une facilité à engendrer des pathologies. Donc en ce sens-là, bah, forcément, ça impacte le bench. Dernier aspect, l'hypertrophie pure, la capacité de force à encaisser le bench. En général, quand on a un meilleur dos, on a une meilleure capacité à produire de la force sur le haut du corps en termes général. Donc voilà, ça me semble pas mal de raisons. Après, c'est où est-ce qu'on met le curseur dans la question en fait. Gros dos égale gros bench. Parce que par exemple. Est-ce que c'est ça qui va déclencher votre progression? Pas sûr. Est-ce que c'est ça qui va vous apporter les derniers petits pourcentages d'amélioration? Je dirais si on est C'est débutant, possible. Si on est débutant, en réalité, je pense que la question ne se pose pas parce que vous allez, quoi qu'il arrive, apprendre à gérer l'excentrique aussi via le tirage. Et vous allez vous construire une base de toute manière, donc quoi qu'il en soit, la question ne se pose pas vraiment. Par contre, pour moi, si vous êtes un athlète avancé, vous avez déjà un bon niveau et on va dire une masse musculaire correcte et vous faites déjà des tirages, je suis pas sûr que ce soit ces 2 cm d'épaisseur au niveau du dos qui vont changer votre bench, ça va rendre, je le pense pas. Mais dans un aspect de prévention, pousser réellement ces tirages, moi je pense que c'est important parce que on a toujours dans la semaine, surtout sur le bench, au moins 1 à 2 séries qu'on va un peu plus pousser que d'autres, surtout sur des petits profils, dont tu parlais tout à l'heure. Et du coup, je trouve que le fait de pas faire de tirage ou de les faire un petit peu annexes parce que c'est un accessoire, je pense que c'est une erreur aussi par contre. Ok. Donc, tu aurais tendance pour un athlète qui a passé ce cap de débutant à équilibrer un petit peu mais tirage, dans un poussé. aspect de prévention. Ok. Et de le laisser comme ça, pas chercher à augmenter le volume de tirage ou l'intensité. Pas forcément le volume, mais Pas l'intensité. forcément. On va chercher à le pousser quoi. Pour moi, chercher à le pousser. Donc, tu établirais de la même manière que tu vas avoir 1 ou 2 top sets dans la semaine, tu mettrais comme ça un format où tu peux vraiment pousser. Ouais, moi je suis pas. Déjà, les assistants, c'est toujours 9-10. Okay. Tu vois, en termes d'intensité, tu vois, qu'on le voit comme des RIR, RPE ou peu importe en fait, mais en tout cas, ouais, je les fais pousser. Et souvent, je demande, pour ceux qui sont sérieux, de les envoyer. Et bon, en général, on voit que sur les assistances, il y a plus de marge que ce que les gens pensent, je trouve. À l'inverse, finalement, des SBT où les gens ont moins de marge que je suis d'accord. Que ce qu'ils perçoivent. Souvent, parce que la perception tu reçois de l'échec. des assistances et tu dis, bah, c'est RP6 là, franchement. Et puis surtout, la perception de l'échec, en fait, elle est différente sur une machine, par exemple, de tirage ou sur un banc de bench. Et comme en général, on fait un peu plus de reps, tu as les sensations de fatigue. La sensation de fatigue, la congestion, tout ça qui viennent se mêler un petit peu à la. Il y a moins de gens qui ont une grosse congestion sur le dos, la pression en termes de ressenti. Mais du coup, si tu tires sans sang, tu peux avoir des congestions au niveau de l'avant-bras ou du brachial, du biceps. Si tu tires sans sang, selon l'angle du tirage. Tu vas être limité par autre chose que ton dos. C'est vrai. Ouais, du coup, la définition est un peu différente. Ok, moi je pense qu'on a fait le tour de cette première question. Je sais pas s'il y a des points qu'on n'a pas forcément abordés quand on traite la question, parce qu'on la traite un peu brute comme ça, mais vous pouvez les mettre. Ouais, carrément. Qu'on puisse débattre un peu en commentaire. Alors, ensuite, on a une question qui est un peu floue. Donc, on va. Que penses-tu du deadlift sur step? Alors, il y a un peu de sens, quoi. J'ai jamais fait de deadlift sur step. Moi non plus. Le step, c'est quand même. Pour moi, c'est particulier. Par ton principe que c'est surélevé. Juste, je pense. On va traiter la question du deadlift déficit. Il y a déficit ou alors bloc deadlift. Ça peut être les deux, mais les deux, je n'utilise pas. Tu n'utilises pas? Donc en vrai, c'est pas un truc. Enfin, j'ai utilisé. Bloc deadlift, je l'utilise rarement. Si pour un athlète blessé, par exemple. Un athlète blessé ou un athlète blessé qui ne peut pas tolérer l'amplitude, etc. Ou un athlète qui a des grosses difficultés au deadlift, des leviers vraiment très défavorables. Tu vois, vraiment le mec qui a des bras de 30 cm,
euh, et un buste long de 2 mètres, des mecs comme ça sur lequel juste supporter le volume ou l'intensité de base au deadlift est très compliqué et juste voir un progrès ou juste se maintenir au deadlift, c'est déjà un challenge en soi. Il peut arriver que je mette du deadlift déficit pour rendre la pratique du deadlift plus tolérable et pouvoir encaisser un peu plus de volume et mettre de la progression dans le volume grâce à ça. Ouais. Mais toujours en essayant au bout d'un moment de la réappliquer sur le compte. Donc souvent je peux avoir, si tu as sur 2 fréquences, tu vois un mec qui a des grosses difficultés, je peux mettre la moitié de son volume, la moitié de la fréquence. Ou des back-off bloc comme ça, parce que souvent, si ouais, le mec a des ou à l'inverse. Non, je ferais plutôt l'inverse, moi, tu vois. Okay, je mettrais plutôt top 7 lourd dans l'optique de vraiment optimiser la charge et de t'exposer à une charge lourde auquel tu n'aurais pas eu accès ou auquel, si tu y as accès, bah, ça te flingue la semaine d'après ou les 2 semaines et tu peux plus deadlift parce que tu as trop de courbatures, de dommages, de fatigue. Et du coup, je fais des back-off très légers en comp pour essayer de transférer un petit peu la tension et profiter de cet allègement, on va dire, que la variation. Tu vois, moi, je l'aurais pensé à l'inverse. Ouais. J'aurais mis un top 7, pas forcément lourd, mais j'aurais mis un top 7 le plus transférable possible pour qu'il ait au moins une fois sur quelque chose de très spécifique, ce pattern. Et après, en back-off, soit je mets ça, soit j'allège. En général, j'allège, mais ça peut s'entendre du coup de les mettre sous ce format. Si par exemple, ça lui permet de faire des back-off un peu plus lourds, tout en ayant un stress. Ouais, je pense que ça dépend surtout du moment de la saison aussi. Ouais, et puis de l'athlète. De l'athlète, vraiment, est-ce qu'il a des grosses difficultés à encaisser le volume? S'il n'est pas capable de faire 3 séries en deadlift comp, bah, dans ce cas-là, effectivement, tu mets les back-off en truc. Et à l'inverse, s'il arrive à faire un volume minimum, tu vois, ça m'est déjà arrivé de faire des pickings où le format principal, le single et tout ça, c'est du bloc. Et de se dire, il ne touche pas de single ou de top 7 en comp. Mais avec l'adrénaline, avec le fait que son corps est exposé à cette charge, le jour J, en étant frais, il va pouvoir combler un petit peu ce gap de performance. Ouais. Donc voilà. Question du déficit deadlift alors, qui va être vite réglé, je pense. J'en fais pas. J'en mets pas. Déjà en sumo, je trouve ça ultra difficile à mettre en place. En sumo, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs plaques et tout. Mais à la limite, si moi j'aime bien, c'est le RDL, pourquoi pas en déficit. Si le mec a, le mec a vraiment une très bonne flexion, très bonne mobilité, que le mec il touche déjà le sol, etc. Tu dis, le mec il peut gratter ses 3-4 cm, tu vois. Ouais. Mais j'ai dû le mettre 2 fois, tu vois ça. Je trouve que pour un mouvement purement concentrique, surtout le dead, on sait déjà que c'est un exercice qui a un ratio bénéfice-risque, tu vois, déjà assez élevé, enfin voilà. Donc je vois augmenter, si vous l'avez déjà fait, en essayant d'avoir des charges cohérentes, hein, évidemment, faire du déficit deadlift avec des charges d'un RDL, un SLDL, tu vois, en déficit deadlift, en renfort, machin. SLDL en déficit, très mobile, baron. Voilà, et le mec est très mobile et les charges, ton ARM il est divisé par 2, tu vois, sur la variation. Je pense. Et en dehors de ces cas-là, je trouve ça. Ça me rappelle une vidéo d'Andrea dans le garage sur un déficit. Je me rappelle de déficit deadlift, je me rappelle de ça, mais bon, ensuite il a eu très mal suite à ce deadlift là. Mais voilà, malheureusement c'est un peu le biais du survivant, on retient le mec qui s'est blessé en faisant ce mouvement là, mais je trouve que déjà le deadlift ça génère énormément de fatigue. Ça s'entend pour trop peu de cas. Pour que vraiment, en fait je pense qu'il y a trop d'options avant c'est ça, tu viendrais mettre. Tu peux faire des haltères, tu peux faire un unilatéral, tu peux faire un RDL, tu peux faire des déficits. Tu as même des machines dans certaines salles que tu peux charger bien fort. Déficit, moi. En fait, si le mec est déjà en tradi, tu as plein de variantes pour ajouter de l'amplitude. Si tu es dans une salle, les haltères peuvent aller jusqu'à 70-80. Tu as de quoi faire. Tu peux faire du B-stance, tu peux faire du unilatéral, tu peux faire du RDL en déficit, effectivement, ou du SLDL. Si le mec est en sumo, en général, un RDL classique, ça suffit largement pour relancer la progression et lui apporter l'amplitude qui lui manque entre guillemets. Donc, ça suffira largement pour bosser son hinge sans avoir besoin. Alors, ensuite, ça c'est une question intéressante.
Y a-t-il des disciplines sportives qui Elle est sont pas facile celle-là. incompatibles avec la F1? Je pense à une, moi, mais. Ah ouais? Moi, je vais dire le MMA. Pourquoi? Je pense que c'est très énergivore, il y a énormément de choses à bosser en fait. Déjà, quand tu auras bossé ton striking, ta lutte, tu vois, enfin, est-ce que tu auras envie de t'envoyer tu vois, un gros signe tu vois. En fait, le truc c'est que ça marche Oui, avec toutes les disciplines qui bien sont sûr. ultra énergivores comme ça. Ouais, Le bien mec sûr. qui fait de la natation, il est cuit quand il rentre chez lui quoi. Ouais, mais après, Le ouais, mec, mais il peut le faire à niveau moyen. Tu vois, alors c'est comme le mec qui court de temps en temps. En fait, Tu vois. tout dépend Oui, de où tu mets les pratique, curseurs. oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'avoir une pratique de FA à haut niveau en ayant n'importe quelle autre activité à niveau sérieux à côté, c'est quasi impossible. Ça va empiéter, ouais, à un moment donné. C'est quasi impossible. Ou alors il faut que ce soit vraiment des qualités vraiment opposées et qui ne peuvent pas avoir d'interférence entre elles. Donc c'est très compliqué. À la limite, il faudrait que ce soit du sport, une activité sportive qui n'en soit pas vraiment une. Je vais choquer, mais genre, si tu fais des sports de précision, si tu fais, je sais pas, du tir à l'arc, Oui, des fléchettes. de l'équitation, si tu fais du sport automobile, c'est physique. L'équitation, là, tu vas pas te faire des potes là. Ouais, mais je vois pas, à part les chocs et tout ça, des courbatures aux adducteurs, mais je trouve pas que, une fois que tu es habitué au truc, que c'est rentré dans ta routine, je pense que c'est l'un des sports les plus faciles, on va prendre la question à l'envers, je pense que c'est l'un des sports les plus faciles avec lesquels tu peux mixer la F1. Ouais, c'est possible. Bah, moi, Les sports co, c'est quand même vachement. moi j'aurais dit tous les sports où tu es un tous peu. les sports cardio, tant Les qu'ils sports sont cardio. pas poussés, tu vois, bon, si tu fais un marathon, oui, mais si tu vas courir, tu vas courir, tu vois. Tu peux très Ouais, bien ça mixer dépend avec- du niveau. Oui, voilà. Effectivement, si tu fais ton cardio, ça participe à juste avoir une activité normale d'être humain. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu vois, il ne faut pas non plus réduire Oui, le bien truc à je peux plus bouger. Mais par contre, si tu le fais à niveau sérieux, ça veut dire que un mec qui s'entraîne en endurance, bah, je suis désolé, il court 4-5 fois par semaine. Il avale des kilomètres, tu vois. Et puis surtout, Donc, il faut qu'il ait train de vie pareil pour le faire aussi. Hein. Pareil pour un footballeur. Ensuite, je mettrai tous les sports unilatéraux. Donc tous les sports de lancer, les sports de raquettes. Ouais. Alors là, typiquement, c'est tout ce qu'on veut pas. Donc vous allez développer un membre qui est ultra mobile, ultra précis, ultra développé en coordination, ultra fort. Et dès que vous allez arriver sur votre bench, sur votre squat, sur le dead un petit peu moins, mais vous allez toujours avoir une facilité ou une difficulté, selon si on voit le verre à moitié vide, à moitié plein, à créer de la tension d'un côté. Et du coup, ça va amener des tensions, des douleurs, très souvent. Voilà. Donc quasiment toutes les disciplines sont impossibles. Hein. De manière générale, si vous êtes en loisir et que votre objectif c'est de mixer les disciplines, il n'y a à peu près aucun problème pour tout. On peut mettre. Mais vous voyez, on a eu un exemple de Nicolas Perrault qui, jusqu'à l'année dernière ou assez récemment, faisait du rugby. À bon niveau, il faisait comme Fédéral 2. Je crois que c'était ça. Fédéral 2, donc c'est quoi? C'est 5e division. Bêta top 14. Pro D2, National, Fédéral 1, Fédéral 2, 5e division. Donc c'est du niveau presque semi-pro. Ouais. Je pense. Semi-pro selon les clubs. Et il a dû arrêter parce qu'au bout d'un moment, tu te fais une cheville, machin, un truc. C'est compliqué à gérer. Mais en fait, pour moi, c'est même pas inhérent à la F1. En fait, juste si vous voulez faire deux sports oui, dans le sens à bon niveau, à un moment donné. Si tu peux pas faire du foot et du rugby à bon niveau. C'est compliqué. Ouais. À un moment donné, il faut faire un choix. Si on veut vraiment. Si tu veux mixer le tennis et la natation, au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. Ouais, je pense qu'on a fait. Ouais. Mais du coup. Il n'y a aucune qui est vraiment incompatible par définition, je pense. Mais par contre, poussées, toutes peuvent l'être, je pense. Du coup, même il y a une question qui est liée. Les sports de combat, pour moi, je les vois quand même. Parce que même en amateur, tu trouves des blessures assez facilement. Ouais, c'est pour ça que moi j'avais dit le MMA. Parce que judo, JJB, tu avais des blocs cassés. Mais par exemple, même après. Ouais, mais tu nages à pas niveau amateur, tu te retrouves avec des trucs cassés. Oui, c'est un sport de combat. Le foot, tu te fais des chevilles, tu te fais des trucs toutes les 5 minutes. Peut-être moins souvent que le MMA quand même. Oui. Il n'y a pas de sport de combat, c'est quand même. Le sport de combat, c'est quand même particulier. Hein. Pour ça, je pense. Ouais, mais tu vois, je pense que tous les sports d'extérieur, t'arrives l'hiver, il fait froid, les entraînements, c'est à 21h30, t'arrives au rugby, t'arrives machin, t'es froid, tu fais le premier sprint, tu te fais un ischio, tu fais un machin, tu glisses un peu, tu te fais une cheville, t'as un choc pour aller chercher une tête, tu te fais mal à l'épaule. Le MMA, t'as pas d'histoire de saison, t'es dans une cage toute l'année, enfin tu vois. Ouais, mais d'un côté,
t'évites un petit peu Oui, les alors après, blessures t'as pas. de Oui, un bien peu sûr. bêtes, de Ah, manque bien sûr. d'échauffement et tout ça. En général, si tu fais du MMA, ça veut dire que tu pratiques toujours encadré. Donc normalement, tu as un bon échauffement. Si le mec est intelligent, les sparring, c'est quand même limité. Tu tournes, machin, il peut arriver que tu prennes des petits bobos, des petits coups, mais en général, ça reste. Je trouve que les traumatismes et les chocs sont les trucs les plus faciles à gérer. Parce que Oui, ça te fait un hématome, ça te fait une douleur. Mais en vérité, la plupart du temps, à part attendre un petit peu, il n'y a pas grand chose à faire. Et à moins que tu aies vraiment une douleur sur l'articulation ou sur le muscle que tu utilises, c'est pas très grave. C'est rare que tu fasses te casser une jambe ou casser un bras au MMA, tu vois. Ou que tu te fasses vraiment une entorse. En général, tu te tapes avant ou tu tournes avec. Voilà, après, il faut toujours réguler. Après- Mais du coup, ça c'est intéressant parce qu'on est en train de basculer sur une autre question qui est comment adapter la prog d'un pratiquant FA qui s'est blessé sur une autre discipline. En vrai, Là c'est une sacrée question parce qu'il n'y a pas de réponse. Hein. bah déjà, ça dépend comment il s'est blessé. Ça dépend du type Ça de dépend blessure. quelle blessure ou. C'est- Est-ce si- que c'est impactant sur Est-ce que ce c'est mouvement? un trauma? Est-ce que c'est une blessure articulaire? Est-ce que c'est une blessure musculaire? Est-ce que c'est une blessure tendineuse? Nerveuse. Nerveuse? Voilà, là Ah, il y a autant de réponses que de blessures. Ouais. Et- Est-ce qu'on peut donner des grands principes déjà de mode d'action, de dire comment on réagit déjà? Bah déjà, est-ce qu'il y a des patterns que tu peux faire sans avoir mal déjà? Parce que par exemple, j'en sais rien, mais tu peux pas deadlift, mais bah, est-ce que tu peux faire deadlift bloc? Non, mais est-ce que tu vois, genre, est-ce que tu vois, quand t'es un gros étirement, T'es trop fort, tu fais les liens entre les questions. Là, il y a un chemin, elles sont pas numérotées les questions, Ça, c'est- doucement, doucement. quand t'es, si t'as un étirement par exemple trop important au niveau de la chaîne postérieure, ça te fait mal, peut-être que tu vois, tu peux quand même continuer à faire les trucs, genre du pin squat, amplitude un peu réduite, choses comme ça. Ouais. Bah, Tu peux adapter peut-être, tu vois, déjà. voir les patterns impliqués, effectivement. Est-ce que les trois mouvements sont touchés ou pas? Quels patterns sont, comment dire, augmentent la douleur? Effectivement, chaîne postérieure, étirement chaîne postérieure, est-ce que ça te fait que c'est pire ou est-ce que ça fait que c'est mieux? Dans ce cas-là, tu peux juste rééquilibrer la balance de la dose, de dire bah ouais, je peux pas faire de squat, par contre le dead, ça me fait du bien à la limite. Attends, Bah, je peux compenser pendant un certain temps. tant mieux, je vais progresser au terre. Est-ce que voir dans quelles amplitudes, dans quels angles de poussée, tu vois. Je peux pas faire un bench, mais par contre peut-être que je peux faire du développé militaire. Ça peut Est-ce être que- une phase où je peux pousser le développé militaire. tu Peut-être vois. que le bench halter, ça peut être Ou le bien. bench halter, Ah. ou pousser une machine si vous avez des bonnes machines. Et ensuite, mettre en place des circuits de réhab pour Ouais, la les blessure en trucs- question. Mais là, du coup, ça dépend de la Là, blessure. du coup, ouais, c'est trop. Avoir une imagerie ou l'avis Ouais, de d'un quelqu'un kiné, d'un peu peut-être, d'un ouais, kiné, enfin. du corps médical. Ouais, et essayer d'avoir un avis précis, parce que nous, Et d'essayer Pas comme ça. de mettre en place un protocole de réhab et de s'entourer de du professionnels. plus possible. Et surtout, après, non, ouais, le plus important, c'est la communication. C'est-à-dire que très souvent, les gens, les athlètes que j'ai eus, ne disent pas Pas tout de suite. qui se sont blessés ou qui se sont fait un truc, parce que souvent, c'est comme en FA. Au départ, tu as une petite douleur à 2 sur 10, tu la supportes, tu dis ouais, ça va, c'est rien, je peux quand même faire ma séance, machin. Et puis au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, la douleur, là, on peut plus faire. Là, je vois que tu souris. Là, il sourit derrière la caméra, et là, je sens, on va se disputer. Non, mais et souvent, tu dis, ah en fait, je t'avais pas dit, mais j'ai commencé à courir, j'avais une douleur au genou, machin, et puis en fait, ça fait 2 mois, et machin, et maintenant, je peux plus squat. Bah ouais, ben là, souvent, ce que je dis, c'est. Ça me donne envie de voir. Souvent, ce que je dis, c'est Ouais, j'en veux. le temps qu'on a passé à ignorer la douleur jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable, qu'on puisse plus l'ignorer. Si c'est passé 2 mois, réfléchis, tu vas avoir au moins 2 mois à te débarrasser de cette douleur. C'est pas toujours vrai, machin truc, mais je dis ça pour éveiller un petit peu l'esprit des athlètes, de se dire, n'essaye pas d'ignorer. Vraiment, ça sert à rien. N'ignore pas la douleur. Renseigne-la. C'est là où je dis le plus important, c'est la communication. Quel que soit que tu te blesses en FA ou que tu te blesses ailleurs, c'est la communication avec ton coach. De dire, voilà, j'ai telle douleur, répertorier sur votre sheet ou répertorier à chaque séance le niveau de la douleur. Est-ce qu'elle s'empire? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça bouge pas? Sur quel pattern, quel mouvement? Qu'est-ce qui vous a soulagé? Dès qu'il y a un truc qui vous soulage, notez-le. C'est vraiment tout bête, mais. Et comme ça, petit à petit, vous allez voir peut-être des patterns récurrents que vous n'avez pas remarqué. De toute façon, Quand vous regardez votre bloc de 4 ou 5 semaines, vous vous dites, ah tiens, c'est marrant, j'avais jamais fait gaffe au quotidien parce que j'ai la tête dans la douleur, ma douleur au genou, je l'ai tous les jours. Mais tiens, c'est bizarre. Le lendemain que j'ai fait tel format,
putain, j'ai toujours la douleur qui augmente d'un coup, tu vois. Mm. Et vous allez voir des patterns récurrents apparaître. Et comme ça, vous êtes capable de dire à la fin du bloc, ok, on a fait un bloc, tac, 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 bah tiens, on va essayer de régler cette hypothèse-là. Et après, c'est avancer par hypothèse. Oui, non, ça a marché, on en teste une autre. Est-ce qu'on continue dans cette voie? Est-ce que ça sert à rien? En plus des imageries et de tous les professionnels qu'on peut avoir à côté. Les Quoi. blessures, même ne serait-ce que les douleurs que vous avez, en fait, c'est souvent récurrent. En fait, c'est souvent, je sais pas si vous avez tendance à avoir une faiblesse au niveau de l'insertion au niveau du pec, par exemple sur le bench. Vous allez souvent avoir des douleurs dans les mêmes zones. Enfin, c'est des choses qui reviennent souvent. Et du coup, le fait de savoir vous-même identifier des patterns qui vous ont soulagé, des fois, ça vous permet de vous remettre tout seul en 2 jours parce que bah, vous avez réussi. Bon, je sais pas, j'ai eu ça il y a 3 mois, mais en fait, je vais juste refaire la même chose. Ça passe. Bah oui, en fait, dès que vous reconnaissez, ah bah oui, c'est la même douleur qui C'est la même douleur en fait. Qu'est-ce que j'avais fait, qu'est-ce que j'avais adapté, tac tac. Et ça vous rend proactif aussi. En une semaine, ouais, ça vous rend autonome dans votre pratique. Parce que sinon, des fois, sur le moment, bah, même si on fait pas des retours trop rares non plus, mais tu sais, des fois, tu as quand même le gars qui est pendant sa séance, qui a mal. Et du coup, là, tu peux le répondre que le lendemain ou sur le lendemain. Puis en fait, tu te retrouves à avoir des trucs. Tu dis en fait, bah, ça fait 2 séances, 2 jours que je m'entraîne pas à cause de ça, tu vois. En fait, essayer d'être actif. À la fois dans la communication, même dans ce que vous faites, identifier vite des choses. Je sais pas, j'ai mal au dos, et tout de suite trouver des patterns. Je sais pas, est-ce que j'ai mal en flexion, en extension, en rotation. Et s'il y en a un qui me soulage, bah, je vais un peu spam ce qui me soulage déjà. Ouais, c'est tout bête. Hein. À intensité faible, puis je monte. En fait, c'est exactement ça, l'individualisation. C'est quand on dit observer l'athlète et les réactions, c'est vraiment ça. C'est est-ce qu'il y a un truc qui me soulage ou est-ce qu'il y a un truc qui me fait progresser? Ça marche dans la réhab et dans l'entraînement. On va aller dans un autre versant avec la prochaine question. Je vais me resservir à bord et je vais te dire comment gérer son stress en compétition. Et là, je te laisse. Vas-y, la galère. Prépa mentale, Antoine Maillard, vas-y. Alors, bon, déjà, moi j'ai fait un post dessus, donc si vous l'avez pas vu, ben, c'est un peu chiant quoi, donc voilà. Non mais. Voilà, la double promo, c'est-à-dire que vous regardez une vidéo YouTube, le mec fait la promo d'Instagram sur YouTube. Non mais je mettrai, on pourra mettre le lien de Montréal. Ouais. Ok. Non, en fait. On le mettra pas, c'est moi qui m'occupe du montage, je le mettrai pas. Ouais, je le montrerai pas donc. Non, en fait, déjà faites des compétitions parce que y a rien de plus angoissant qu'un environnement qu'on ne connaît pas. Pour commencer, enfin, pour votre cerveau, c'est hyper anxiogène. Quand vous connaissez pas, quand tout vous paraît nouveau, tout vous paraît un peu inédit, c'est pas rassurant. C'est pas du tout un environnement, un climat qui va vous mettre en confiance. Donc déjà faites-en, quitte à faire des compétitions. Je sais qu'ils font ça en haltéro, surtout les débutants, ils font beaucoup de compétitions, tu vois, même, par exemple, je sais pas, ils ont semaine 3 de leur blog, je vais faire une compétition, en ce moment, ça tombe là, bon, je vais la faire, quoi. Quitte à vous garder de la marge, mais vous pratiquez, en fait. Moi, je sais que la première année, j'en ai fait 4 compétitions, comme ça. Mais en vrai, je sais que ça m'a vraiment servi, tu vois, parce que l'année suivante, j'étais beaucoup plus à l'aise sur les compétitions. Donc déjà, pour moi, la première chose, c'est d'en faire. Après, je dirais de désacraliser un petit peu l'instant. Alors, ne voyez pas ça comme un truc, comme une fin en soi, c'est pas une finalité. Vous finissez une préparation, vous finissez pas une carrière en fait sur la compétition. Votre personne et ce que vous valez ne va pas se jouer sur 9 barres de FA, enfin, de squat, bench et deadlift. Enfin, je pense que faut aussi bâtir sa confiance en soi et en ses capacités au-delà d'une échéance même, d'un entraînement d'ailleurs, parce que ça peut des fois, même sur une fin de bloc où j'ai fait de la merde, et tu vois, tu as 25 vocaux dépressifs, mais en fait, ça va rien changer. Donc, c'est humain et normal, mais il faut que il faut désacraliser le truc, il faut que ça soit un truc suffisamment sain. En fait, il faut que vous ayez une relation saine avec la compétition. C'est pas, alors vous jouez au foot, vous n'êtes pas angoissé tous les week-ends, quoi. Enfin, sinon, à un moment donné, tu vois, à l'année, c'est pas tenable, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Non, mais je pense qu'il y a un truc qui est très vrai dans ce que tu as dit, c'est la création de routine. Je pense que le cerveau, il travaille par routine. Tout ce qui est connu devient une routine, devient une habituation.
Et du coup, tout de suite, le niveau de stress il diminue, ça c'est sûr et certain. Donc effectivement, pas besoin d'attendre d'avoir tel ou tel niveau, d'avoir les minima, Oui, d'avoir ça aussi, machin, j'ai pas d'avoir dit. une base symbolique. Ça va juste vous rajouter de la pression parce qu'il y a de l'enjeu en plus. Donc ça, c'est totalement idiot. Et en plus, si on se dit, je sais pas, je veux avoir 500, bah pourquoi tu ferais pas une pompe à 550 en fait? Oui, Et oui. pourquoi pas à 600? Enfin, dans ce cas-là, tu Oui, fais mais jamais pourquoi quoi. pas Oui, voilà, en 300, fait, dans ce cas, tu la pourquoi fais pas- jamais quoi, Ouais. tu vois. Enfin, Deuxième chose, c'est identifier la source du stress. Et là, on va rentrer dans des considérations un peu plus prépa mentales. Ouais. C'est là, qu'il faut se faire accompagner. De la même manière que l'entraînement est vraiment une science, et là, il y a énormément de contenu, et tout le monde est là en train de parler de est-ce qu'il faut des séries de 4 RPE 6,5 ou des séries de 3 RPE 7. Voilà, est-ce qu'il faut des clusters, est-ce qu'il faut des variations, est-ce qu'il faut des je sais pas quoi. Vous avez 1000 débats existants. Sur la prépa mentale, il y a très peu de contenu. Et en France, il y a que Roman. Ouais, quasiment. Non, Enfin, si, non, mais il qui y en a en parle. quelques-uns. Ouais, Il y en a quelques-uns, mais de quelques-uns. coach FA qui en parlent, il y a quasiment que Roman Et qui propose du bon contenu dessus en qui te plus. propose du bon contenu. Donc, en Donc vrai, il faut aller voir un préparateur mental. Ça tombe bien, votre serviteur est aussi préparateur mental. Avec le master, j'ai les deux trucs. Je ne le fais pas, mais par contre, je utilise un test qui s'appelle l'OMSAT, qui permet d'évaluer vos habiletés mentales en fait. Et ça, c'est vraiment un truc très particulier. De la même manière que vous avez des qualités physiques, la vitesse, la force, la coordination, la souplesse, etc. Et que vous pouvez le décliner en sous-qualité. Tu as la vitesse de réaction, la vitesse gestuelle, la vitesse max, la force endurance. Vous avez plein d'habiletés mentales. La confiance en soi, l'établissement de but, la capacité à s'activer, la capacité à se relaxer. Voilà, vous en avez des habiletés, vous avez des habiletés de base, vous avez des habiletés cognitives et psychosomatiques. Et du coup, vous faites ce test. Il en existe plusieurs, ce n'est pas le seul test qu'il y a dans toute la prépa mentale, mais c'est vraiment un test de base. Vous voyez, ça vous fait un score sur 7, vous voyez. Bien souvent, il va y avoir des trucs sur lesquels vous êtes super bon. L'activation, en général, les powers savent très bien s'activer. La caféine, la musique, Par contre, la relaxation, visualisation, déjà. l'imagerie, vous allez être très fort. Ok. La relaxation, vous allez être zéro. L'établissement de but, ça dépend des gens. La confiance en soi, ça dépend Ah, ça des gens. dépend des gens. Et vous allez voir la réaction au stress, comment vous êtes. Et vous allez voir. Et vous allez identifier. À partir du moment où vous savez quelle est la source principale de stress, quelle est l'habileté qui vous manque, vous pouvez travailler dessus. Et ça se fait avec des protocoles de préparation mentale. En fait, voilà, en fait, pas faut trop en dire. suivre en fait. Parce que, Mais c'est ça. parce que en fait, je sais pas pourquoi la prépa mentale c'est un truc. Déjà, c'est pas de la psychothérapie déjà. La prépa mentale, Ouais, c'est ça a rien à vraiment voir. deux diplômes différents. C'est vraiment différent. Et en plus, moi je comprends pas que ce soit, je vais pas dire tabou, peut-être qu'on peut. C'est peut-être un peu, pas vraiment tabou, mais tu vois, l'entraînement ça paraît évident de se faire suivre comme on sait pas faire. Non, mais de la même manière, en fait, Prépa c'est mentale, vraiment un élément à part entière. De la même manière que vous avez l'entraînement, la nutrition. la science de la nutrition, la science de la réhab, de la Ouais, préhab, c'est vous avez la science de la prépa mentale. Et ça, faut vraiment le voir comme un truc vraiment à part entière. Et c'est effectivement pas du tout de la psychothérapie, pas du tout. Et c'est vraiment, vous allez avoir des exercices à faire avec un nombre de séries, un nombre de répétitions. Oui, ça veut pas dire avec que vous allez des être consignes malade très précises. Et pas du tout. Non, rien à voir. Et, Et même au contraire, je pense que c'est voilà. même très sain d'en faire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui oui, laissent beaucoup de kilos. Carrément. Sur, Et j'ai sur commencé le à en plateau, mettre ouais. de plus en plus. Et sur certains cas spécifiques, j'avais fait des petits protocoles Non, mais c'est- de prépa mentale et c'est- tout. Donc c'est très intéressant. Je pense qu'on a fait le pas mal, tour ouais. du sujet. Est-ce qu'on a une ou deux dernières questions? Ah, que penses-tu de l'intégration des AMRAP? Comment les intégrer? Donc AMRAP, on rappelle, Moi, j'adore maximum de répétitions J'adore. avec une charge donnée. Moi, j'adore ça. J'adore les rap. Je trouve que c'est un excellent format. Parce que déjà, c'est un format qui peut être très challengeant sans pour autant avoir une charge absolue qui va l'être sur le papier. Vous pouvez très bien, selon la période, faire des AMRAP. Vous allez pousser entre 6 et 10 reps pour certains, voire plus. Enfin, pour les tiens en tout cas. Moi, je pousserai vraiment plus. Enfin, je dis ça, Erwan, il va regarder la vidéo. À un moment donné, il a fait un AMRAP de 14 reps au terre. Il va me détester, il va me dire, mais en fait, comment ça Inclus-toi, il va me dire. Donc, moi aussi, des fois, mais rarement quand même. Mais je trouve que c'est trop bien
pour ça, ça peut construire une bonne capacité de travail aussi. Ça peut vous construire sur des formats plus importants. Si vous avez du mal à tenir, notamment au niveau du dos, squat, des choses comme ça, sous fatigue, ça peut être intéressant de travailler en AMRAP. Et moi, j'aime bien les mettre aussi sur des blocs. Si je fais un macro-cycle, je le prévois pas forcément à l'avance. Enfin, c'est pas toujours exactement combien de blocs je vais faire, mais des fois, je le commence par un AMRAP. Ça permet de pousser un peu l'effort sans le confronter tout de suite à de la charge. Et après, derrière, on peut mettre des top sets un petit peu plus spécifiques, je sais pas, des doublés, des singles. Mais c'est vrai que moi, je l'aime bien, l'AMRAP pour ça. Alors, le AMRAP, en fait, il y a plusieurs façons de savoir ce qu'on vaut. En force athlétique, on cherche à mettre plus de kilos sur la barre, donc à faire augmenter notre ARM. Il y a deux grandes façons de faire, on va dire, très vulgarisées. Il y a essayer d'améliorer son ARM directement en faisant des charges lourdes, en faisant de la spécificité, donc entre 1 et 3 reps, 3-4 reps, on va dire, de la spécificité et d'accéder à votre ARM, en tout cas d'évaluer votre niveau en faisant des séries courtes et spécifiques. Et il y a l'option que propose l'AMRAP, c'est-à-dire de pousser un format à une intensité maximale ou quasi maximale. En général, je mets RPE9, voilà, on laisse une rep en réserve, on a un poil de marge, mais qui vous permet d'évaluer votre niveau à peu près n'importe quel moment de la saison, à peu près n'importe quelle charge, pas que ce soit une charge d'échauffement non plus. Attention à ça aussi quand même, je trouve. Parce que l'AMRAP, pour évaluer son niveau, par exemple, je sais pas, mais si ton estimation ARM après un AMRAP de 9 reps, c'est pas dit que ça soit la même chose dans le sens où l'effort va quand même être bien différent entre faire une rep max et faire 9 reps, même si vous êtes sur un vrai RPE9 par exemple. Et du coup, théoriquement, ce serait ça. Voilà, faut voir aussi, parce qu'il y a des athlètes qui sont très bons sur ces formats-là et qui n'ont pas un énorme transfert, je trouve, sur ce genre de Je suis d'accord, mais ça permet, et là tu t'envoies sur la deuxième partie, c'est que vous avez deux évaluations, on va dire, une évaluation directe, on se rapproche du ARM absolu, en 1 à 3 reps, on va dire, à haute intensité, et vous avez le AMRAP, autant de reps que possible, à une charge un peu plus éloignée, on va dire entre 5 et 10, pour faire très large. Ça vous permet de vous rendre compte de l'écart qu'il y a entre les deux. Parce qu'effectivement, vous allez avoir un RM qui est très haut et puis le AMRAP qui en fait ne va pas donner grand chose. Dans ce cas-là, peut-être que vous manquez de capacité de travail, peut-être que vous manquez effectivement d'une déficience technique ou d'une déficience technique physique, comme tu dis. Tu as le dos qui flanche à chaque fois au squat, tu pars en flexion lombaire à chaque rep. S'il ne le voit pas, on pourra ça. Ça permet d'identifier comme ça des patterns. A l'inverse, si vous avez des AMRAP qui donnent des résultats vraiment beaucoup supérieurs à ceux d'une évaluation plus directe, ça veut dire que peut-être vous avez un problème de réalisation de votre ARM. Voilà. Et ça donne, soit vous avez des problèmes, soit ça vous sert d'identification du type de lifter. Il y a des mecs très explosifs qui sont capables de performer sur une rep et de mettre une charge monstrueuse, mais derrière, en série, ne serait-ce qu'en x2 ou en x3, ils sont à des années-lumière de leur niveau. Ça peut être un type de lifter, il peut y avoir vraiment des spécificités. Comme d'habitude, c'est toujours un continuum, mais plus ou moins, on identifie des sources de progression. Autre chose, ça vous permet de relancer une progression en changeant de phase. C'est-à-dire que vous avez fini votre picking, votre machin, vous mettez un AMRAP pour commencer à toujours maintenir un format dans la semaine au moins où vous avez de l'intensité, mais sur une rep range qui n'est pas du tout la même, sur une charge absolue qui n'est pas du tout la même. Vous avez un max à 210 au squat, vous venez de faire votre compète, machin, vous en avez marre du nerveux, vous êtes saturé au max, il n'y a plus rien à aller chercher de ce côté-là, il faut reconstruire. Vous mettez un petit AMRAP à 150, vous allez faire une dizaine de reps, ça va vous changer les idées et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont ressortir, alors que même vous venez peut-être d'établir un PR pendant le picking et pendant la compète. Donc il y a plein de choses à aller chercher sur le AMRAP. Voilà, on vous a donné déjà pas mal d'idées pour les intégrer. Une dernière idée. Allez, vas-y. C'est, je trouve, pour les athlètes justement qui n'ont pas trop confiance et qui sont un petit peu introvertis. Parce que par exemple, et je prends l'exemple de Lil One, que tu as vu tout à l'heure, à un moment donné, faire plus de 90 au squat, c'était assez angoissant pour elle. Tu vois. Okay.
Et du coup, des fois, on passait par des AMRAP à 87, des AMRAP à 85, tu vois. En fait, quand tu fais 2-3 reps à Tu 87, le mets sous les yeux de attends, mais regarde, t'es en train de faire 3 reps à 87 Ah. et 90, Et tu le- stresses. et le fait de se dire, en fait, t'as vu en réalité une perche qui est plus intéressante que de faire une fois 90, Mhm. mais en même temps, elle l'a pas appréhendé de la même manière parce qu'il y avait écrit 87,5. Hmm. Tu vois, donc en fait, par période, Ouais, je suis selon les profils psychologiques, en fait, ça peut s'intégrer. Je suis d'accord. Ouais, tu m'as fait penser, je rebondis sur un truc. Et un autre profil, c'est un peu les undershooters de service, tu vois. Ouais. C'est les mecs, tu leur mets un Tu me à la single, caméra ou quoi? ils le lèvent comme ça RPE 4 et tu vas je crois que je suis 8,5 là, franchement j'en ai une, c'est sûr j'en ai une en plus. T'es pas deux, hein. Et là tu regardes le truc, tu dis bon, écoute, on va faire un max de reps. C'est quoi? Prends les spotters, prends tes deux meilleurs potes, tu mets spotter et vas-y, envoie les reps. Et puis il va en faire 6. Et si, bah, tu vois, en fait, t'en as encore dans la réserve. T'imagines tout le potentiel non exploité là? Et là, ça met un peu la chose devant les yeux. De la même manière, soit quelqu'un qui a de l'appréhension, ou soit qui est toujours en train d'un peu réfléchir. Je suis un peu comme ça. Mais bon, les overshooters de service, eux, je leur mets pas. Je peux pas leur mettre de toute façon, je- parce que eux, je ils capte le vont signal. être à 12 en fait, leur AMRAP. je mets, Oui, à 12. J'essaye de mettre des singles RPE 6, ça finit en 6 inversé, 9. Ouais, bref, il avait juste utilisé à l'envers, peut-être le shit Ah, stress. ça on reconnaît. Voilà, on a fait le tour du AMRAP. Ouais. Allez, une petite dernière question. Pouah. Allez, on finit comme ça. Quelle est la fréquence minimum pour progresser en force? Ou temps minimum à s'entraîner pour progresser en force? Un bloc. Ah ok, j'avais pas interprété la question comme ça, ouais, j'ai bugué. Bah, en mois, si vous voulez, un bloc à peu près. Enfin, en fait, si vous êtes débutant, déjà, votre premier bloc, vous allez déjà avoir des changements. Alors, la progression, moi, je sais pas uniquement. Est-ce que vous avez fait un test ARM et vous l'avez exploité, j'en sais rien. Vous pouvez, mais c'est pas forcément comme ça que vous allez le mesurer. Mais ne serait-ce que techniquement, dans votre gestion d'entraînement, vous allez comprendre des mécanismes, vous allez comprendre des. Putain, j'ai pas le mot. Des notions de l'entraînement. Votre premier bloc, en fait, c'est là où les premiers blocs, c'est là où vous allez le plus apprendre en fait. Vous allez découvrir, donc en fait, vous allez progresser. Après, est-ce qu'on parle vraiment de progression sur le Alors total là, de manière en fait, significative ou pas? Je crois que moi j'ai compris la question différemment. D'abord, je réponds à la question. Effectivement, si on cherche si on mesure la progression uniquement par j'ai fait progresser mon 1RM, donc j'ai fait un meilleur single qu'au bloc précédent ou que la semaine précédente, vous allez très vite vous heurter à un mur. À moins que vous ayez un très gros potentiel, il y a un peu moins de 5% des gens qui vont regarder ça, qui vont avoir un gros potentiel, qui vont être capables, tous les blocs, d'aller chercher un PR. Bah après, sur les 3 ou 4 premiers mois, ils peuvent. Sur les 3-4 premiers mois. Après la première année, voilà, on va dire. Mais après, oui. Après la première année. Mais je pars souvent du principe que même avec des athlètes très avancés, j'ai toujours un signe de progression, soit un PR, ce qu'on appelle au RPE, c'est-à-dire qu'une barre qui passait à tel RPE avant est passée plus facilement, vous passez plus léger, un PR au RPE slash vitesse, ou un PR au format, c'est-à-dire que vous faites plus de reps avec une charge donnée. Ou une série de plus. Ou voilà, vous faites plus de volume, c'est-à-dire qu'avant vous faisiez 3 séries de 6. Ah non, je congestionne trop des pecs, vas-y, j'en peux plus, je suis mort. Et là, maintenant vous faites un 4x7 à la même intensité, un peu comparable, on va dire, à RPE7. Vous dites, bah non, je peux l'encaisser, demain je peux bench sans problème. Oui, la progression, signe de progression. Vous perdez du poids, progression. Vous améliorez votre composition corporelle, progression. Vous gérez votre stress, progression. Enfin, voilà, il y a. En fait, si on cherche la progression, et souvent je dis, bah, même un athlète ultra avancé, à tous les blocs, donc tous les mois à peu près, il doit y avoir au moins un signe de progression. Une progression technique. Vous allez voir la même barre qui passe au même RPE, mais avec une bien meilleure technique. Même progression dans votre approche à vous, en fait, qui n'est pas forcément mesurable sur un Excel, en fait, mais juste, vous sentez que, par exemple, je sais pas, vous vous entraînez mieux, vous prenez moins de temps, vous êtes plus efficace. Voilà, c'est améliorer. Ne plus s'asseoir sur une chaise pendant 15 minutes et discuter pour chaque temps de repos et se dire bah non, j'ai besoin que de 3 ou 5 minutes donc en format. de manière générale, c'est marqué sur la prog 3 minutes, tiens, je vais me mettre à 3 minutes.
oh putain, j'ai réussi à faire ce bloc en respectant mes temps de récup. Magnifique. Non, mais il y a plein de choses. Par exemple, mes accessoires, je les fais mieux qu'avant. Je suis Ouais, voilà. beaucoup Donc, mal s'améliorer. bref, il y a 1 million de chances de trouver de la progression. Maintenant, la question, moi je l'ai interprétée comme quelle fréquence, combien de temps, c'est-à-dire par semaine, en gros, combien de temps, combien de fréquences je dois allouer à ma pratique pour pouvoir progresser. Ah bah, ça dépend de l'expérience de la femme. On va dire pour un intermédiaire, peut-être, non? Peut-être. Ouais, pour un Ça peut intermédiaire. la en deux, parce que si je dis un sinon- débutant, une fois par semaine, il va Ouais, progresser. ouais. Si on dit un très avancé, Alors, je pense que déjà, on peut différencier par mouvement. C'est-à-dire, squat et dead, effectivement, jusqu'à un certain stade, même en faisant une fois par semaine, vous pouvez progresser. Au stade de débutant, stade intermédiaire, on va dire que vous avez passé votre première année de FA. entre 2 et 4. Voilà, le deadlift, ça peut être Deadlift, ça peut être un s'il est très 2, demandant aussi. entre 2 et 3 squats, ça suffit à faire progresser pour toute une carrière, on va dire en termes de fréquence. Le bench, c'est là où on peut bombarder. Le bench, tu vas en faire 7 fois, hein, presque. Enfin, Ah, franchement, ouais, si c'est bien géré. Après, c'est la polarisation après, d'entraînement, ça c'est-à-dire que. dépend aussi de vos leviers. Il y a des gens pour qui 3 squats, c'est pas 3 squats pour tout le monde. Antoine Garcia, je pense, qui peut faire. Bon, je le cite. Je pense qu'il peut faire beaucoup de squats parce qu'il est. Ah ouais, mais il a la morphologie parfaite, il est hyper Voilà, curviligne, tout ça, très peu d'amplitude. Voilà, je pense que. Bah, en fait, non, c'est à l'inverse en fait. Moi, je dirais que c'est à l'inverse en fait. Il y a effectivement, toi, comme tu dis, la morphologie parfaite, très peu d'amplitude, donc mouvement très coûteux. Mais quand tu es dans ce cas-là et que tu deviens Très fort. squat spécialiste, du coup, tu es capable de mettre 50 kg à toute ta caté. Du coup, Ouais, mais- chaque entraînement, chaque charge que tu mets sur ton dos, elle est bien supérieure au mec qui a des mauvais leviers. Donc finalement, ça se rééquilibre. Et en fait, c'est là où, bah, on en parlait, on a fait le podcast avec Thomas Bouillet et Samy de Nikaya. À partir de quel moment la difficulté de l'entraînement et le volume qu'on peut y allouer, l'intensité, devient l'inverse. C'est-à-dire que, effectivement, quand vous êtes débutant, vous pouvez tolérer du volume, vous pouvez tolérer de l'intensité, vous allez bien récupérer. Voilà. Quand vous passez ce cap de intermédiaire à avancé, voilà, ça fait quelques années que vous faites de l'AFA, ça y est, maintenant on est plus dans des signes de progression que dans des progressions directes du RM à chaque bloc ou à chaque phase de l'entraînement, des prépas, des hors-saison, des machins. Là, pour le coup, il va falloir mesurer la fréquence, mesurer le volume, mesurer l'intensité, parce que chaque fois que vous allez faire une série, ça va vous coûter énormément d'énergie. Donc, on est plutôt dans une courbe, c'est presque une courbe inversée en fait. On peut tolérer énormément au tout départ du débutant, non, Après, il y a l'habituation. Après, Puis on monte intermédiaire, on a notre pic, on peut tolérer allez, 6 bench par semaine, 4 séries, donc 6 x 4. 24. Bien joué. Tu en plus. 24 séries, vous Là, pouvez les tolérer, machin. Là, Quand vous êtes ultra avancé, si vous êtes un bench spécialiste, vous faites 24 séries, il faut être extrêmement prudent. Pour tolérer minimum, on va dire un athlète avancé, pour progresser, il faut qu'il ait au moins 4 fréquences de bench. Au moins 15 séries dans la semaine. Je pense que c'est. Pour un athlète avancé, je pense que c'est le minimum. Pour le squat, on peut dire au moins 2 squats par semaine. Au moins 6 séries. Au moins 6-8 séries. Ça, c'est vraiment les standards de base que vous allez retrouver 6 partout. 6 séries, 3-3. Mais Voilà. après, souvent, on Ouais. est plutôt autour de. 6-8 au dead, 6-8 au squat et au moins une quinzaine de séries au bench. Et C'est à peu près une moyenne. ce sont les standards. Effectivement, on peut aller beaucoup plus. Je dis qu'il faut être prudent avec les mouvements de spécialistes et ne pas leur mettre beaucoup de volume. Bon, Barsanti, il fait des semaines à 40 séries de bench. À 6 bench par semaine. Donc, Après, parce qu'on me dit. voilà. Je dis ça, toi tu me disais, je disais pour Antoine Garcia, mais c'est plus dans le profil que dans les charges en soi. Après, effectivement, à un moment donné, oui, vous allez avoir le côté traumatisant pour vos structures. Si vous devenez. Après, on voit des athlètes de haut niveau qui se mettent des 300 en plus régulièrement sur le dos. Ils sont forts comme ça. Est-ce que ça veut pas dire que c'est bien? Je sais pas, est-ce qu'ils représentent le top 1%? En fait, j'aurais Peut-être. tendance, pas forcément la fréquence, parce que c'est le moyen de rajouter de l'entraînement. Et si c'est fait à basse intensité, ça peut ne pas trop vous coûter. Mais par contre, je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur le maniement de l'intensité passé à un certain niveau.
Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez faire un gros single, ça peut vous tuer 1, 2, 3 blocs après, et vous mettez quasiment la moitié de l'année à regagner votre niveau parce que vous l'avez mis au mauvais moment, ou vous avez juste gardé cette intensité trop haute. Donc faire attention. Perso, je suis très fan en plus moi de la fréquence, tu vois. Ouais, moi aussi. Je trouve répartir 5 séries en 2 séances, c'est trop En bien. fait, Enfin, je trouve que le volume, ça va avec la fréquence, mais mhm. c'est quasiment un levier infini. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, si vos contraintes externes, si votre environnement vous permet, Oui. vous pouvez vous entraîner de plus en plus longtemps, etc. Si vous avez les capacités de faire ça, et si vous avez les capacités d'être en bonne santé, évidemment, on met dans un monde parfait. L'intensité, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire plus intense que votre 100%. Ça, c'est, au bout d'un moment, vous allez arriver très vite. Surtout qu'en force, on se concentre entre 80 et 100% du RM. C'est vraiment, on est déjà ultra spécialisé. Donc, vous ne pouvez pas être plus spécialisé que la spécialisation. Par contre, le volume, vous partez, vous êtes débutant, vous faites 6 séries par semaine de squat. Vous pouvez arriver à être intermédiaire, en faire 10, puis 14, puis machin, et puis vous peut-être finir à 4 squats par semaine, 20 ça séries. se construit à. Et pour le bench, j'en parle même pas. Honnêtement, pour le bench, vous pouvez. Sur le bench, ouais. Mais ça, tu vois, je infini. trouve que moi, on a banalisé complètement l'hyperfréquence sur le bench, tu vois. On est encore très frileux, tu vois, des fois, d'ajouter un squat, d'ajouter un dead, tu vois. Alors qu'en fait, tu peux, ça veut pas dire rajouter plus de volume forcément à la semaine en plus. Oui, ça peut être une façon de Ça peut être de splitter. splitter et par exemple, avoir des repères suffisants sur votre jour primaire parce que vous manquez un peu de repères. Pourquoi pas splitter votre volume du jour secondaire, du coup, pour en avoir un la veille, par exemple, et ça vous active bien, enfin, j'en sais rien. Ouais, ça Toujours, peut, il y a- ça peut. Il y Ouais. a toujours moyen de le mettre, et puis ça peut être du volume qui va pas forcément vous coûter. Tu vois, ça peut être du volume, j'en sais rien, un backless, ou j'en sais rien. Un truc auto-limitant, enfin, c'est possible d'ajouter du volume sans pour autant, enfin, d'ajouter de la fréquence sans pour autant vous retrouver avec 4 séries de plus dans la semaine, quoi. En tout cas, je pense que c'est bien pour beaucoup de gens. Enfin, de ce que j'observe, en tout cas, moi je le fais depuis un petit moment maintenant. Et je trouve que Ouais, c'est un donc, bon en plus, levier. c'est la C'est un tendance bon actuelle. Enfin, C'est un bon c'est un levier si peu tu le le- fais pas n'importe comment, ouais. par contre. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je crois on a dû répondre à peu près 10 questions, ce qui fait un bon petit contenu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des arguments en plus à nous apporter, des Ouais, contre-arguments à nous dire bah non, vous racontez que de la merde. Ce Des sera tout questions intéressant. pour la Des prochaine. questions. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et nous redemander ce type de format. Franchement, c'est un plaisir de se livrer à cet Cool, ouais, exercice, c'est de cool, dire, ouais, c'est bien. de rebondir et de se dire bah voilà, on regarde On a vu vite même fait pas les révisé en questions. plus, donc franchement. Putain, il est examen. pas- il est pas- Examen surprise. Bon, là, on va aller se coucher parce que demain, tu dois faire 515. Ouais, 520, mais. J'espère que quand la vidéo sortira, j'aurai fait 500. Ah putain. Bah écoute, je me suis planté sur Agatha Sitco, tu peux faire 480, évidemment. Qu'est-ce que c'est Voilà. Bon, allez, merci, abonnez-vous à Nikkei pour lifting et à plus. A plus.